Salut à tous, c'est Tony. Donc je reprends la vidéo parce que tu vois, j'ai une bonne demi-heure de route. Bon, ça va, tu vois, j'ai pris le caddie. C'est pour ça que c'est différent. Et que t'es en format paysage. Pas paysage, en format portrait. Donc, je reprends la vidéo, tu vois, sur le live des petits conseils quand tu veux t'installer. J'en étais arrivé où, durant le live, là, tu vois, on a parlé plutôt élec. Alors après, il faut savoir, là, je viens de regarder vite fait les messages, j'ai reçu deux commentaires. Il y en a un qui me demandait si je ne sous-traite pas les devis des autres. Donc non, tu vois, quand je fais un devis, c'est mon devis. Déjà, souvent, je veux bien faire un devis avec des photos, tu vois, genre un changement de cumulus, un truc comme ça. Par contre, si le client... si le client il veut que je fasse un devis sur plan, c'est compliqué. Donc tu vois, quand je bosse avec un archi, je veux bien faire un devis sur plan, mais je veux au moins faire une visite technique sur site. Parce que sinon c'est la galère et moi ça m'intéresse pas trop. Donc ça je veux bien faire. Récupérer des devis des collègues, ça je fais pas. Donc tu vois, il y en a, ils vont toujours demander le devis des autres. Je vais pas te mentir, juste tu vois, pour baisser leur slip de 10 balles ou 100 balles pour faire un petit geste au client, moi ça m'intéresse pas. Tu vas toujours, si tu veux un prix, tu vas toujours trouver quelqu'un moins cher que toi et un plus cher que toi. Il va toujours avoir un petit chinois, un petit indien ou un petit bengali qui va venir pour bosser pour 3 francs 6 sous. Donc ça, c'est pas la peine de demander les devis des autres et ça fait pas très sérieux chez le client quand tu demandes le devis des autres. Après, tu peux demander au client s'il y a déjà eu des devis chez d'autres personnes, avec d'autres artisans, et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Et c'est tout. C'est comme quand tu vas aller intervenir chez un client aussi qui te dit ouais, il y a un artisan, il est venu, il a fait le travail de cochon, bah tu demandes pas son nom, hein, parce que ça fait vilain, tu vas te demander le nom des vilains. Donc tu demandes pas le nom, tu t'en fiches. Toi tu es là. Si le client te dit le nom, bah, c'est bien pour toi. S'il ne te donne pas le nom de l'artisan, bah, c'est tout. Faut pas te prendre la tête sur ça, c'est pas la fin du monde. Donc ça c'est aussi le deuxième petit truc à faire. Après, alors comment je négocie mes tarifs chez les fournisseurs? Alors, comme je vous ai déjà dit, je bosse avec OEG et TBS. Donc eux, c'est pas compliqué, il n'y a pas de tarif négocié. Tu achètes soit en promo, soit tu achètes au même prix que tout le monde. Donc chez eux, il y a des prix, c'est tout le temps le même. C'est prix catalogue ou c'est prix artisan. Voilà, si tu veux faire des bonnes affaires avec eux, vaut mieux acheter quand c'est en promo. Il y a des promos... chez l'un et chez l'autre, tu vois, par exemple en plomberie, il y a des promos toutes les semaines, voire tous les jours. Il y en a même certains, ils ont des promos hebdomadaires, des promos journalières et des promos mensuelles. Et en plus, des promos mailing, donc ils t'envoient un mail avec des promos spéciales. Donc tu vois, quand c'est ça, ben, eux, tu fais des bonnes affaires, par contre, il faut faire du stock. C'est-à-dire que eux, des fois, ils vont te vendre un robinet vraiment pas cher. Donc soit ça tombe coup de chance, tu vois, comme moi l'autre fois, j'avais 2 robinets... Enfin, 2 mitigeurs de douche thermostatiques à mettre avec G-douche, avec une belle douchette et un G-pluie. C'est bien tombé, tu vois, j'avais 2 salles de bain, j'en ai pris 2. Sinon, tu vois, j'aurais pas pris, j'allais pas sortir 300 ou 400 balles de robinet pour faire du stock, ça sert à rien. Donc, il y a ça. Après, il y a les autres. Ben, en gros, les prix, c'est pas en fonction de la tête, ça va être en fonction du volume que tu vas prendre chez le client, chez le fournisseur. Donc là c'est pareil, tu vois, c'est comme chez le client, faut être honnête avec ton fournisseur, faut pas lui dire moi je bosse avec 2 fournisseurs, avec CDO et Vendmark, surtout Vendmark. Je prends quasi tout chez Vendmark sauf du frisquet et des fois je prends un peu de cuivre ou de PVR chez CDO. Faut pas dire au mec demain je vais venir chez toi, fais-moi des super prix et lui faire 1000 balles par an de chiffre d'affaires, c'est pas sérieux. Tant que j'ai des bons prix, des bonnes conditions chez un fournisseur, je prends chez lui. Le jour où ça va pas, je lui dis que... Comment te dire? Le jour où ça va pas, ben là tu peux aller voir ailleurs ou... Et voilà, c'est tout. Tu vois, ton fournisseur, c'est pas ta femme. Hein. Demain, comment dire? Tu peux prendre toujours du cuivre chez le même fournisseur. Demain, l'autre va faire une promotion. Bon, bah, tu peux aller prendre du cuivre chez l'autre un coup. C'est pas grave. Du cuivre, c'est du cuivre, tu vois. C'est pas parce que tu as été prendre du cuivre chez un autre que ça va pas. Après,
Moi ça va parce que tu vois, les deux fournisseurs avec qui je bosse, ils vendent pas les mêmes trucs. Chez CDO, je prends les frisquets parce qu'il n'y en a pas chez Vanmark par exemple. Chez Vanmark, je prends du Delaby parce qu'il n'y a pas de Delaby chez CDO. CDO, ils bossent du Presto. Donc tu vois, quand c'est du Presto, je vais chez l'un, et quand c'est l'autre truc, je vais chez l'autre. Et ça se fait comme ça. Ça sert à rien de gratter les fournisseurs comme un chien. Tu vas passer pour un fennec. Ils vont te dire que lui c'est un gros radin, c'est un casse-couille, tu auras une sale réputation. C'est tout, tu demandes à ton fournisseur de te faire des bonnes conditions et tu travailles avec. Après tu peux les renégocier tous les 6 mois ou tous les ans si tu as envie. Moi je vais pas te mentir, j'ai des conditions, c'est quasi les mêmes depuis le début. Il y a sur des trucs où j'ai réussi à avoir des meilleures conditions parce que je bosse pas mal. Genre le multicouche, tu vois, j'ai pas des conditions exceptionnelles sur le multicouche et ça m'arrange parce que ça m'intéresse pas trop le multicouche. Après tu vois, vendre du PVC Nicole, moi tu vois, ça m'intéresse bien d'avoir des bonnes conditions sur du Nicole. C'est comme ça, ou sur du cuivre. C'est plus mon truc. Donc ça, tu peux y aller. Après, il faut juste te dire que ton fournisseur, en gros, c'est comme toi. Toi, tu es le client de ton fournisseur et ton fournisseur, il doit gagner des sous. Comme toi, tu dois gagner des sous chez le client. Si tout le monde est correct, ton fournisseur, il prend son billet, toi, tu prends ton billet, le client, il y a un tarif correct et il y a du bon matos. Si tu grattes ton fournisseur, tu l'emmerdes comme pas possible, ça va pas aller. Il va pas vouloir travailler avec toi pour gagner 3 francs 6 sous, donc soit il va pas être sérieux avec toi, ou soit il va pas te faire des bons tarifs. Il vaut mieux bosser sur le long terme, avoir des bonnes conditions, un bon relationnel. Comme ça, tu vois, des fois ça arrive tout le temps, une merde, tu dois commander une pièce, le fournisseur c'est pas sa faute, le livreur, une fois j'ai dû attendre une pièce à un mois parce que le livreur il trouvait pas l'adresse du fournisseur. Donc tu m'expliques comment tu trouves pas l'adresse du fournisseur alors qu'il y a son nom. Maintenant on a tous internet. Le mec il cherchait pas, le fournisseur il m'a fait un geste sur la pièce et voilà, c'est tout. Il y a toujours une solution, c'est ça qu'il faut dire. Après concernant ce que je pourrais encore te dire, ton fournisseur, faut le voir comme un partenaire sur du long terme. Si lui va être gagnant si tu commandes beaucoup chez lui, toi tu vas être gagnant si tu commandes beaucoup chez lui. Par contre, il y a un truc où il faut être vraiment super rigoureux, c'est les règlements. Si tu es à 30 jours fin de mois chez le fournisseur, il faut que tu payes en temps et en heure. Il ne faut pas que tu laisses des carottes parce que sinon tu vas avoir une mauvaise réputation. Tu vas avoir des encours à la con chez les fournisseurs. Et c'est pas le bon plan parce que tu vois, moi je préfère par exemple avoir des bonnes conditions de paiement, tu vois, qu'une bonne remise. Parce que tu vois, comment te dire, demain je vais chercher une chaudière, je la mets après-demain chez le client, 4 jours après la chaudière elle est payée, je vais la payer 30 jours fin de mois. Donc tu vois, là on est le 21 octobre. 30 jours fin de mois, ça veut dire que je vais la payer le 30 novembre. Donc tu vois, en attendant, l'argent pendant un mois et quelques jours, il va être sur mon compte. Donc je vais avoir de la trésorerie sur le compte du fournisseur. Donc je préfère avoir ça. Cet argent, je vais pouvoir l'utiliser à faire autre chose que devoir payer tout de suite la chaudière et avancer les sous et derrière peut-être me prendre une carotte par le client qui va pas vouloir me payer. Donc ça veut dire que j'aurai avancé les sous et j'aurai pas touché mes sous. Là ça va être problématique. Que tu vois, ça va me permettre de, en ayant un différé de paiement, je regarde la route parce que je n'étais pas sûr d'être sur la bonne route. En ayant un différé de paiement, ça va me permettre de, je vais pouvoir attendre un mois que le client me paye. Donc tu vois, si le client c'est un bon client, tu t'entends bien avec lui, il était ric-rac niveau thune, il dit je vous fais un chèque tout de suite et un autre le mois suivant, il va pouvoir te payer la moitié de la chaudière maintenant et la moitié de, par exemple, en début novembre. Donc toi, tu auras touché tous tes sous avant de rembourser la chaudière au client. Je te dis pas qu'il faut faire ça avec tous les clients, hein. Mais des fois, c'est le petit truc en plus qui est sympa avec le client. Et au final, toi, ça t'aura coûté rien du tout parce que tu n'auras pas encore payé la chaudière, c'est le fournisseur qui t'aura avancé la chaudière. Donc tu vois, ça, vaut mieux avoir des bonnes relations comme ça. Tout le monde est gagnant, le client, parce que tu lui fais pas une fleur, mais il n'y a pas besoin de faire un crédit pour sa chaudière. Toi, tu lui avances la chaudière. Le fournisseur, il a vendu une chaudière. Toi, tu as vendu une chaudière. Le client, il y a une chaudière neuve. Donc, tout le monde est gagnant. Tu vois, il faut mieux partir sur un concept comme ça que pas être
que tirer les prix vers le bas, et voilà. Après, il faut savoir, si tu as envie d'avoir des prix, bah, tu n'es pas obligé de prendre de la bonne marque, tu peux prendre des premiers prix, ou tu peux payer avec un escompte, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 30 jours fin de mois, il y a des fournisseurs qui te font un escompte de 1 ou 2 ou 3% sur la facture. Donc je sais pas, au lieu de payer 1000 balles dans un mois, tu payeras, si tu as 3%, tu payeras 970 €. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa si tu as envie de gratter 30 balles. Perso, moi, ça m'intéresse pas trop les escomptes. Je préfère payer en fin de mois. Excuse-moi, je paye. Oh, je suis fatigué. En plus, là, il y a le nouveau transporteur et j'aimerais bien l'avoir. Et voilà. Donc, tu vois, ça, c'est un petit truc, un petit plus financier qu'il faut pas négliger. D'être en paiement comptant, c'est bien dans certains cas. D'être en paiement différé, c'est bien aussi dans d'autres cas. Et pareil, tu vois, comment dire, si tu as des bonnes relations avec les fournisseurs, tu peux avoir des encours de 5, 10, 3000, des fois 10 000 ou 15 000 €. C'est-à-dire que le client, tu pourras les prendre jusque, si tu as un encours de 10 000 €, tu pourras les prendre jusque 10 000 € par mois entre chaque facture sans devoir payer en direct ou sans devoir débloquer une partie de l'argent. Donc tu vois, quand tu as des relations comme ça, moi j'ai des super encours donc chez les fournisseurs, donc je dois toujours payer quand je reçois les factures, je paye ou c'est en prélèvement. Et après c'est tout, tu vois, ça pose aucun souci de ce point de vue-là. C'est même super bien. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ouais, niveau de vie. Quand tu commences, il faut vraiment optimiser le temps de tes devis. Il faut essayer de faire des... Tu te fais un devis ou un truc sur tout. Et en gros, tu utilises toujours le même devis que... Par exemple, un cumulus, paf, tu sais que tu as fait un cumulus chez Monsieur Dupont. Tu reprends le devis de Monsieur Dupont. Il y a le cumulus, groupe de sécurité en inox, 2 raccordis électriques, une modification de PVC, une modification de cuivre. Et voilà, tu as ton tarif de base, boum, tu le prends, tu le remets. Et demain, tu vas faire un cumulus, tu reprends le devis de Monsieur Dupont. Ah, il n'y a pas de modification d'écoulement, tu ne le mets pas. Ah tiens, je dois juste rajouter un kit de fixation, boum, tu mets un kit de fixation à 5 ou à 10 balles, ou à je sais pas combien tu veux. Et voilà, c'est tout. Comme ça, tu reprends le devis, le boulot que tu as déjà fait, tu refais le même boulot en fait. Tu n'as pas besoin de refaire le même boulot, chercher le prix, tu vérifies juste que si tu n'as pas fait le cumulus en 2020 et l'autre tu le fais en 2021, tu regardes la hausse des tarifs du matos, mais c'est tout, tu vois, faut pas... Des fois, tu peux te manger 20 ou 30 balles, bon, c'est pas grave, tu perds 20 ou 30 balles, ça peut arriver. Mais tu fais juste attention à ça, ton temps c'est pareil, et il faut faire comme ça. Tu fais une salle de bain, tu sais il y en a pour combien de temps pour faire l'électricité, boum, tu fais un forfait et t'as pas besoin de commencer à chercher combien ça coûte une prise, un interrupteur, une lumière, tu fais un forfait, boum, c'est 2, 3, 400 balles et puis c'est tout. Le carrelage, tu fais un forfait s'il n'y a pas beaucoup, sinon tu fais au mètre carré. Il faut que le devis ça aille vite, comme ça tu gagnes du temps perso, ça ne bouffe pas, le devis tu le fais pas pendant que tu es chez le client, hein. Le devis tu le fais chez toi, donc tu manges ton temps perso quand tu fais du devis. Et tu factures pas en plus. Donc, moins tu prends de temps à faire le devis, plus tu as de temps perso. Donc tu pourras aller au restaurant ou faire ce que tu as envie. Ou regarder Netflix si tu veux. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut éviter de perdre du temps sur des... Comment ça s'appelle ? Sur des choses qui sont pas financièrement... sur lesquels tu vas rien gagner. Quand tu fais un devis, tu gagnes rien. Tu gagnes quelque chose quand le client signe le devis. Donc au début, si tu as un mauvais taux de transformation de devis, c'est ce qu'on appelle le taux de transformation de devis, c'est combien tu fais de devis pour en valider combien. Donc genre tu vas faire 10 devis, tu as un devis accepté, bah, tu vois, tu auras perdu ton temps avec 9 devis. Bon, tu vois, si tu as passé 10 heures à faire 10 devis, si tu as juste validé un devis à 200 balles, bah, tu vois, sur les 10 heures que tu as perdu, tu auras gagné 200 balles. Donc tu auras fait 20 balles de l'heure. Moins le matos, ta marge et tout, donc au final, tu n'auras rien gagné du tout. Que si tu fais... ce qu'il faut bien travailler, c'est ça, les validations de devis. Si tu fais 9 devis, 10 devis, tu en valides 9. Bah, même si tu as perdu 1 heure à faire un devis, au final, les 9 autres, avec l'argent que tu vas gagner,
on va dire 9 devis à 200 balles, ça fait 1800 balles. Les 100 balles que tu as perdu, c'est pas grave, ça prend. Tu auras perdu 12 euros par devis, tu vois, que tu as validé. Donc, et encore 12 x 9, ça fait un peu plus. 11 euros, on va dire. 11 euros, ouais, c'est 11 euros. Donc, tu auras perdu, tu vois, 11 euros par devis, ce qui n'est pas beaucoup. 11 euros, tu vois, sur 200 balles, ça fait un vingtième. 4%. 5%. Tu auras perdu entre 4 et 5% de marge par devis. C'est pas super grave et c'est bien. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Être rapide, efficace pour faire tes devis. Quand tu dis au client, je vous envoie le devis la semaine prochaine, tu l'envoies la semaine prochaine, tu l'envoies pas 15 jours après. Ou si tu l'envoies 15 jours après, tu t'excuses. Tu dis que tu n'as pas oublié les clients, que tu vas bien envoyer le devis. Et quand tu vas faire un devis chez un client, si le boulot ne t'intéresse pas, tu le dis tout de suite au client. Tu lui dis pas, je vous envoie le devis. Tu lui dis que, je sais pas, tu trouves un vice. Tu dis que techniquement tu sais pas comment réaliser le devis et puis c'est tout, le chantier, voilà, c'est tout. Faut pas. La mauvaise excuse, c'est dire que t'as pas le temps de faire le boulot. Parce que tu vois, le client, ça se trouve, le boulot qu'il veut te filer, il t'intéresse pas, mais il y aura d'autres boulots pour toi. Donc vaut mieux que tu lui dises que tu sais pas comment le réaliser ou ça t'intéresse pas. Pour X ou Y raison, le client il va faire la gueule, mais au moins il va se dire que comment dire, que tu es sérieux et franc en fait. Parce que si tu lui dis je vous envoie le devis, tu lui envoies jamais le devis, le client il va jamais te rappeler. C'est comme quand là tu vois, j'ai récupéré 2-3 clients comme ça, un autre artisan, il dit il passe et les clients ils attendent 3 semaines, le mec il passe jamais et les clients ils attendent 15 jours pour faire réparer des trucs. Donc tu vois, ça c'est pas sérieux. Tu dis au client tu passes quoi. Sinon tu dis que tu passes pas et que t'as pas le temps. Voilà. Ça c'est plus sérieux. Et donc tant que tu es sérieux, tu vas avoir du boulot. Après tu peux en avoir plus ou moins parce que ça va dépendre comment dire, des relations, bouche à oreille, où tu habites. C'est sûr que si tu habites dans un trou paumé, faire de la pub c'est difficile. Quoique des fois dans les villages, les gens ils se rencontrent plus et ils se parlent plus. Et voilà, c'est tout. Après, ce qu'il faut bien bosser, c'est le taux de transformation des devis. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment bien bosser. Quand tu envoies un devis au client, tu lui expliques bien. Alors après, il y a des artisans, ils ramènent le devis en main propre au client, ils lui expliquent sur place. Donc, soit tu fais ça. Moi, souvent, j'explique le devis chez le client avant de le faire, le devis. Après, j'envoie un mail. Je réexplique, et s'il y a un truc qui va pas, je dis au client qui me rappelle s'il n'a pas compris un truc. Et je lui réexplique, s'il faut expliquer 12 fois, je réexplique 12 fois. C'est plus facile. Et c'est comme ça que tu vas valider beaucoup de devis, que tu vas générer plus de cash. Après, il y a d'autres techniques, et après tu peux comment dire. Après, si tu veux faire plus de chiffres, il y a des trucs sur lesquels tu vas gagner plus d'argent. Après, comment dire, après, tu peux privilégier des tâches ou des boulots chez les clients et en refuser d'autres. Tu vois, moi, par exemple, je refuse systématiquement les entretiens de chaudière. Ça m'intéresse pas. Alors, tu vois, il y a plein de monde, c'est rentable d'entretien de chaudière. Moi, ça m'intéresse pas. J'en fais pas. Après, je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Tu pourrais privilégier, par exemple, te mettre sur un créneau. Je sais pas, tu es en ville et tu fais que des petits remplacements de la petite plomberie, donc tu remplaces que des robinets de trucs. Si tu arrives à avoir une bonne marge sur le matos et un bon taux horaire, voilà, tu vas gagner, tu vas faire des sous. Après, il faut avoir beaucoup de clients. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. C'est ça. Il faut faire attention à ça aussi, c'est que si tu veux vivre du dépannage, il faut avoir un très très gros fichier client. Parce que tu vois, tu peux faire 100 balles le dépannage avant d'atteindre ta limite de ton seuil de rentabilité. Il va falloir faire 4 clients par jour. Donc sachant que le client qui t'appelle le lundi pour déboucher sa cuisine, tu as très peu de chances qu'il te rappelle dans la semaine, dans le mois ou dans l'année pour faire un autre truc chez lui.
Généralement, soit l'installation elle est pourrie, ou soit elle est nickel l'installation. Donc si tu vas chez un client qui a une installation nickel, il va pas te rappeler avant longtemps. Donc pour ça, il faut avoir beaucoup de clients en dépannage. Que quand tu vas faire une salle de bain chez un client ou tu fais un chantier complet de plomberie chez un client, ben, tu n'as qu'un client. Donc tu vois, tu as du boulot pendant 15 jours, 3 semaines, des fois un mois. Donc avec un client, tu fais du chiffre. Que là, il va te falloir 4 clients par jour. Fois 5 jours, ça fait 20 clients différents par semaine. Si c'est 4 semaines, et ben ça fait, il te faut 80 clients. Donc tu vois, 80 clients. Sur les 80, allez, on va dire, on est sympa, il y a 2 clients qui vont te rappeler. Bon, ben, en tout, il te faudra 78 clients, tu vois, pour remplir ton planning. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va demander beaucoup plus d'investissement et de publicité. Si tu veux faire ça, ça demande de la publicité. Que faire une salle de bain, bah, tu fais une salle de bain et derrière, il y a 5 personnes qui ont vu ta salle de bain, c'est 5 clients potentiels. Et voilà, ça demande moins d'investissement. Plus les chantiers sont gros, moins ça demande d'investissement. Le souci des gros chantiers, c'est que derrière, tu délaisses le dépannage. Et quand tu délaisses le dépannage, ça peut être un peu compliqué à gérer. Parce que pendant que tu es en chantier, si tu dois partir en dépannage, il faut que ton client accepte que tu puisses partir. Donc ça, c'est un autre truc à gérer aussi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vous laisse parce que je suis bien presque arrivé. Ça fait déjà 21 minutes que je raconte ma vie, que je fais un monologue. Donc voilà. Bon allez, salut à tous, c'était Tony.